Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être encore une fois en notre compagnie sur les antennes de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Le talk de notre chaîne a le plaisir aujourd'hui, le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Babacar Gaye, qui est économiste, qui est enseignant d'économie et avec lequel nous allons parler de l'Afrique, des problèmes économiques de l'Afrique. Et cette émission, eh bien, nous l'intitulons tout simplement l'Afrique à la croisée des chemins économiques. Et n'oubliez pas que le développement de l'Afrique est aujourd'hui une préoccupation pour chacun des citoyens africains, quel que soit le rang occupé dans la société. Et donc, il est bon que nous puissions disposer d'un certain nombre de repères. Bonsoir, Monsieur Babacar Gaye. Bonsoir, Monsieur Ewuke. Merci beaucoup de nous faire l'amitié et l'honneur de participer à cette émission. Alors, dans cette émission, on a l'habitude de commencer par connaître notre invité. Natif de Thiès, au Sénégal, Babacar Gaye rêvait de devenir banquier. La grande estime qu'il vouait à un de ses professeurs d'économie l'en a détourné. Avant 2014, Babacar Gaye a bénéficié d'une rigoureuse formation d'ingénieur économique, de laquelle il est sorti major. C'était à l'université Cheikh Anta Diop. Major, Babacar Gaye l'a aussi été à l'issue d'études de méthodes statistiques et d'économétrie. Malade, il a dû suspendre ses activités de recherche et a fini par ouvrir un cabinet d'études et de conseil qui effectue entre autres des sondages et monte des projets. Babacar Gaye mène aussi des activités d'enseignant dans diverses universités à Dakar. Passionné d'économie, son premier livre sortira bientôt, portant sur la vie d'un guide religieux. Son deuxième ouvrage, lui aussi, prêt à être publié, ramènera son auteur sur des questions de statistiques et de probabilités dans les universités. Le vœu le plus ardent de Babacar Gaye est de reprendre les activités d'enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Tout d'abord, je vous remercie donc de m'avoir invité à votre émission de talk, donc qui est une émission qui est très suivie donc ici au Sénégal et partout ici en Afrique. Maintenant qu'on vous connaît mieux, que notre public vous connaît mieux, on va attaquer les questions. Le développement de l'Afrique aujourd'hui, tout le monde en parle. Les Africains, les Américains, les Européens, c'est devenu un enjeu, c'est devenu quelque chose de très fort et chacun, on a l'impression, a son mot à dire. Évidemment, chacun a son mot à dire sur le développement africain parce que vous savez, comme on dit, l'Afrique est le futur du monde. Parce que nous sommes une population assez jeune en Afrique et d'ici quelques années, la population africaine va doubler. Nous serons à peu près 2,5 milliards, n'est-ce pas, de consommateurs. Donc ce qui est énorme et nous allons carrément occuper le commerce international. Donc le développement africain intéresse beaucoup plus les Européens que les Africains eux-mêmes. Donc vous allez comprendre qu'il y a anguille sur roche parce qu'eux, ils n'ont plus de matières premières et que nous avons nos matières premières qui sont là, ce qu'on appelle nos ressources naturelles. Donc évidemment, le développement africain donc, intéresse plus les Européens que les Africains proprement dit. Mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu sur la définition de cette notion de développement? Oui, et puis il y a cette pression de la jeunesse africaine aujourd'hui. Dans tous les pays, les jeunes Africains exercent une pression sur les pouvoirs publics pour qu'on les prenne véritablement en compte. C'est juste l'éveil des consciences, à mon avis. Parce que tout juste après l'indépendance, je pense que les premiers intellectuels étaient formés à l'école française. Et jusqu'à présent, les intellectuels africains sont formés à l'école française, mais avec un autre regain. Les Africains maintenant ont compris. Les Africains sont réveillés et de passage, on salue même les activistes comme Kémi Séba. Il y a aussi au Sénégal, nous avons Guy Marius Sagna qui ont un peu supporté cette lutte vers la lutte contre l'impérialisme
n'est-ce pas, européen, l'impérialisme des colons, donc pour le développement africain. Je pense que cette jeunesse est réveillée. Cette jeunesse maintenant demande le meilleur de soi-même parce que nous avons tout pour se développer. Pourquoi on ne peut pas développer? C'est ça la grande question. Et l'une des réponses, on dirait, c'est les problèmes politiques. Oui, évidemment, il y a les problèmes politiques. Il y a les problèmes politiques parce que pourquoi il y a des problèmes politiques? Je pense que les politiques ne savent même pas c'est quoi la politique économique. Ah. Et je pense que ça c'est une expression importante. Oui, politique économique, qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Bon, quand on parle de politique économique, c'est juste l'ensemble des interventions donc, des pouvoirs publics. Et quand on parle de pouvoir public, c'est l'État. Il y a la Banque centrale, il y a aussi les collectivités territoriales. Et eux, ils interviennent juste pour atteindre les objectifs. Et quels sont les objectifs? On peut les citer. Il y a la forte croissance, parce que tous les États donc, rêvent d'avoir une forte croissance. Il y a aussi la stabilité des prix. C'est important, donc la stabilité des prix pour lutter contre l'inflation. Bien vrai que nous, dans la zone franc, on est un peu protégé par les critères de convergence, n'est-ce pas, qui nous empêchent de dépasser les seuils de 3% pour le taux d'inflation. Donc il y a une stabilité des prix. Il y a aussi le niveau, n'est-ce pas, de l'emploi, ce qu'on appelle le taux de chômage. Il y a éventuellement ce qu'on appelle la balance commerciale qui doit toujours être excédentaire. Je pense que c'est ça un peu les objectifs que les États sont fixés. Et mais il y a aussi que les populations attendent d'avoir, par exemple, un accès pas trop compliqué à l'eau, à l'éducation, à la santé, tous ces éléments sociaux. Oui, évidemment, tous ces éléments sociaux. Et vous allez comprendre que quand on se fixe ces objectifs-là et que la population est en train de demander, donc c'est comme si une déphasage en fait. Ouais. Alors que la croissance, est-ce que réellement ça se limite à un aspect quantitatif ou bien c'est juste un aspect quantitatif animé à un aspect qualitatif? Moi, je pense que le développement revêt deux aspects. Il y a un aspect quantitatif. Quand on parle d'aspect quantitatif, c'est le taux de croissance, n'est-ce pas? On va y arriver. Alors, ça veut dire que la politique, les choix politiques ont une importance capitale dans le développement économique. Évidemment, les choix politiques ont une importance capitale dans le développement économique. Mais vous savez, pourquoi il y a une différence entre ce que la politique met en tant que telle et la politique économique? Parce que les promesses électorales n'engagent pas les réalités économiques. Et sur le terrain, il y a d'autres réalités qui les attendent. Et raison pour laquelle à chaque fois pouvoir marier les deux, c'est un peu difficile. Et les populations se sentent un peu trahies, se sentent un peu délaissées par les gens à qui ils ont voté. Parce que quand on dit que moi je vote pour tel président et que 2 ans il est au pouvoir et il n'est pas capable, il n'a pas tenu ses promesses, alors que ce n'est pas lui en tant que le président qui n'a pas tenu ses promesses. Ce sont les réalités économiques qui sont là. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que candidat, il n'a pas su apprécier déjà ces réalités-là? Évidemment, en tant que candidat, la plupart des cas, les réalités économiques sont à l'encontre des promesses électorales. Parce que quand vous voulez dire à une personne, je vais injecter de la liquidité, alors que l'injection de la liquidité ne dépend pas de vous. Ça dépend donc des dynamiques économiques à laquelle vous vous êtes assigné dans le pays. Donc il y a une politique économique que le pays a et le pays doit développer. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, que je maîtrise le plus, nous, notre politique économique est liée trop à la fiscalité. Donc, imaginez, aujourd'hui, un président... Les impôts... oui, les impôts. Ça fait lourd pour le secteur privé? Excessivement lourd. Au Sénégal, nous avons une pression fiscale assez lourde. Donc, je pense qu'il serait important qu'on puisse essayer de marier les deux, c'est-à-dire la réalité économique et les promesses politiques. Ok, je continue de faire un peu de théorie. Vous savez qu'il y a quelques années, surtout au début des indépendances de nos pays, il y avait le choix entre le socialisme, le communisme, le capitalisme, etc. Aujourd'hui, quelles sont les tendances? On a l'impression que tout ça est en train d'être gommé et on va à une formule qui n'a pas de nom. Oui, on arrive à une formule qui n'a pas de nom et je pense que c'est la tendance partout en Afrique, partout dans le monde aussi. Les gens parlent du socialisme, les gens parlent du libéralisme, surtout en Afrique, on aime tellement le mot libéralisme alors que nos réalités, c'est le socialisme. Ah.
Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Moi, j'entends parler donc que je suis libéral, alors que nos réalités qui sont là en Afrique, c'est le socialisme. Aujourd'hui, au Sénégal, tu peux aller donc manger n'importe où, quand tu veux, où tu veux, tu peux dormir là où tu veux. Nous sommes dans la typologie sociale. Et si on a encore des besoins comme l'eau, l'électricité, oui. l'école, c'est que... Oui, alors que dans la démarche, les gens voudraient faire ce qu'on appelle le libéralisme. Alors que pour les libéraux, les plus forts vont piétiner les plus faibles. N'est-ce pas? Il n'y a pas une autorégulation du marché. Ouais. Donc il faut laisser le marché, il va s'autoréguler lui-même. Alors que si vous êtes non libéral, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait forcément une intervention étatique pour pouvoir réguler le marché. Donc je pense bien qu'il y a ce phénomène-là qu'il faudrait un peu revoir, un peu sur les théories. Ouais. Je pense qu'en Afrique, nous sommes beaucoup plus dans l'aspect social que l'aspect libéral. J'ouvre rapidement une parenthèse qu'on va refermer très vite. Comment est-ce que vous avez apprécié le passage de Donald Trump à la tête des États-Unis? Donald Trump qui a fait beaucoup de protectionnisme. Oui, moi j'ai toujours défendu Donald Trump parce que après tout aussi il est le président des Américains, il n'est pas le président des Africains. Donc lui il ne fait que défendre donc les intérêts des Américains et je pense qu'il y a les Américains lambda qui ont un peu fusillé sa politique, mais les capitalistes n'ont pas fusillé sa politique parce qu'il a protégé l'économie américaine. Quoi qu'on puisse dire, il a fait des prouesses économiques parce qu'un pays d'abord c'est le protectionnisme du secteur privé. Et c'est ça qui nous manque dans nos pays africains. Nous, on n'a pas des dirigeants qui sont capables de protéger le secteur privé national. Alors que Donald Trump a eu donc à protéger, à hisser haut et fort le secteur privé américain. Certains l'accusent d'avoir déstabilisé un peu l'ordre économique mondial. Oui, évidemment, parce que vous savez que le poids économique des États-Unis d'Amérique pèse lourd sur les autres économies. Donc pratiquement, si Donald Trump ferme un peu les robinets qui alimentent d'autres économies, on peut les sentir et on l'a senti. D'où le conflit avec la Chine. Oui, d'où le conflit avec la Chine. Et maintenant, pour le conflit avec la Chine, c'était juste la géopolitique. Parce que vous savez que la Chine, d'ici quelques temps, va peut-être dominer les États-Unis d'Amérique sur le plan démographique. Ça a même déjà commencé. Oui, et on parle de pays continents. Donc vous voyez un peu le poids démographique de la Chine et que la Chine aussi, aujourd'hui, a fait ce qu'on appelle un panier de devises. Personne ne sait ce qui est à l'intérieur de ce panier. Donc la Chine peut dévaluer sa monnaie et s'en sortir facilement. Et la Chine maintenant occupe pratiquement plus de je n'ai pas avec exactitude le nombre de pourcentages, mais la Chine occupe le commerce international. Partout, vous voyez dans le monde, il y a les produits chinois qui sont là-bas. Donc je pense bien que c'était une question géopolitique. La Chine veut se frotter carrément aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Il y a une notion également qu'il faut peut-être préciser. C'est quoi la mondialisation, la globalisation? On en parle, mais bon. Et certains Africains trouvent que là également se trouve la cause des difficultés économiques de l'Afrique. Oui, vous savez, la mondialisation, quand on parle, c'est un mouvement. La mondialisation, ce sont juste des échanges de marchandises et de services. Donc, et cette mondialisation, c'est beaucoup plus accentué sur deux choses. D'abord, il y a l'ouverture des pays communistes sur le commerce international. Les pays communistes étaient donc en autarcie. Donc, lorsque ces pays communistes se sont ouverts donc, aux échanges internationaux, ça a accentué la mondialisation. Il y a aussi l'événement de l'Internet. Ah, oui, oui. L'Internet a joué un rôle déterminant dans la mondialisation. Aujourd'hui, en un clic, tu peux acheter un produit qui est en Chine. En un clic, tu peux acheter un produit qui est en France à travers donc, les différentes plateformes qui existent. Donc, cette mondialisation donc, a gagné avec une vitesse extraordinaire. Donc, l'occupation mondiale, en fait, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, la mondialisation joue un rôle déterminant. Aujourd'hui, vous l'avez même senti, que les politiques que nous menons avant l'événement du Covid-19 n'étaient pas des très bonnes politiques. Donc, la pandémie donc, du Covid-19 a démarré à Wuhan, en Chine. Et qu'est-ce que les gens disaient? C'est en Chine. Oui, on les laisse gérer leurs problèmes. Et puis voilà ouais. Alors, ils avaient oublié que nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Et lorsque le problème s'est accentué et que d'autres pays ont fait donc l'erreur de rapatrier leurs fils, et vous avez vu qu'en un clic,
Tout le monde entier s'est retrouvé contaminé. Pour vous dire que le poids énorme que joue la mondialisation dans nos échanges. Alors pourquoi certains Africains estiment que la mondialisation fait du mal à l'Afrique? Bon, parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie donc la détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire oui. En fait, la détérioration des termes de l'échange, c'est que vous, les produits que vous achetez avec moi, sont beaucoup moins chers que moi, les produits que j'achète avec vous. Donc, il n'y a pas un équilibre des échanges. Et la raison pour laquelle les activistes n'étaient même pas d'accord sur les accords de partenariat économiques. Parce que la mondialisation aujourd'hui donc freine un peu, entre guillemets, ce qu'on peut dire, donc le développement africain. Parce qu'aujourd'hui, si le commerce africain était géré par les Africains, il n'y aurait pas ce problème. Cette mondialisation peut freiner un peu le développement africain. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le commerce africain, s'il était géré par les Africains, il n'y aurait pas ce problème. À cause de cette mondialisation, vous allez voir la détérioration des termes d'échange, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, les échanges ne sont pas trop équitables. Parce que ce que vous importez et que nous exportons n'ont pas une équivalence. Et là, ça pose énormément de problèmes. Et heureusement, et je pense bien que nous allons en parler, il y a une nouvelle zone qu'on a mis en place, ce qu'on appelle la ZLECAf, n'est-ce pas, qu'on a mis en place qui va peut-être, j'ai bien dit peut-être, régler ce problème de la mondialisation. Comment l'Afrique s'arrange justement pour rester à la traîne, notamment au niveau du commerce international, alors que nous avons beaucoup de matières premières, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut pour faire face, comment on appelle ça, à la pression extérieure? Oui, parce que vous savez, nous, notre problème majeur, c'est qu'en Afrique, on ne transforme pas. Il n'y a pas une transformation structurelle de notre économie. Nous vendons que nos matières premières et les matières premières qu'on vend, les gens les transforment et nous revendent ça donc à des prix beaucoup plus élevés. Donc l'Afrique va être toujours en train, c'est une réalité. L'autre phénomène, c'est est-ce qu'il n'y a pas une intérêt donc que la Côte d'Ivoire ou bien la Zambie s'échange le cacao? Parce que la Côte d'Ivoire ne transforme pas le cacao. La Côte d'Ivoire vend la matière première, n'est-ce pas? Et il y a une transformation. Et puis achète après du chocolat. Après, il va acheter du chocolat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je pense que c'est ce problème-là de transformation structurelle et de l'industrialisation de nos économies. Il faudrait qu'on puisse aller vers une industrialisation de nos économies, aller vers la transformation de nos économies, ce qui va nous permettre d'avoir des productions intérieures assez solides. Et je pense que c'est ça même qui va être un peu le frein sur cette zone de libre-échange continentale, ce qu'on appelle la ZLECAf. Oui, parce que pour échanger, il faut bien avoir des produits. On ne va pas échanger nos ressources matières premières, naturelles. Oui. On ne va pas échanger nos matières premières parce qu'il n'y aura pas de poids. Et pratiquement, c'est ça un peu le mal en Afrique. Nous ne pouvons pas mettre en place des industries qui nous permettront de faire la transformation donc, structurelle. Donc, alors, nous sommes en plein là dans les problèmes africains. Les problèmes des économies africaines. Qu'est-ce qui nous empêche d'injecter de l'argent dans la transformation de nos matières premières? Bon, ce qui nous empêche d'injecter de l'argent... On est toujours en train de se tourner vers l'extérieur. Oui, parce qu'on cherche à chaque fois des financements venant de l'étranger. Oui. Parce que même nous, dans notre idéologie, nous pensons que la vérité sonne blanche. Dans un projet, s'il y a un blanc, on pense que ce projet peut aller sans pourtant même regarder la fiche technique de ce projet. Nous attendons tout de l'extérieur. En termes d'investissement, nous sommes trop riscophobes en termes d'investissement, nous, Africains. On hésite un peu à investir. Bien vrai qu'aussi au Sénégal, il y a certains investisseurs sénégalais qui ont osé investir sur le plan de l'énergie avec cette nouvelle centrale qui a été financée par 100% par des entrepreneurs sénégalais. C'est à saluer. Dans d'autres pays aussi, il y a des Africains qui financent, mais c'est trop peu par rapport à ce que nous, Africains, nous pouvons faire. Est-ce que ce n'est pas parce que l'argent n'est pas disponible? Il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'on peut expliquer les choses de cette façon? La disponibilité de l'argent, bon, on ne peut pas prendre ça comme un aspect explicatif. Donc, parce que c'est de grosses sommes quand même. Hein, oui, en fait, c'est des millions et des milliards de dollars des fois. En fait, nous, ce qui nous manque, c'est avoir des fonds de garantie. Comme ce que fait la Fed, la Banque fédérale américaine. Et puis, ça appuie carrément le secteur privé américain pour qu'il puisse compétir à l'international. Ici, en Afrique, nous n'avons pas des fonds souverains. Bien vrai que nous avons la BAD, mais est-ce que la BAD joue réellement son rôle?
C'est ça la BAD question. a décidé d'appuyer le développement. Oui, on parle de développement, mais dans toutes ces dimensions. Oui, est-ce que réellement la BAD joue réellement son rôle Est-ce qu'elle n'est pas trop seule? Bon, on ne peut pas qualifier la BAD pour être trop seule parce que la BAD est composée de pas mal de pays membres. Je pense bien le problème majeur, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants puissent mettre en place des fonds souverains nous permettant au secteur privé de pouvoir compétir à l'international. Et notre secteur privé ne peut pas compétir à l'international. Notre secteur privé national compte essentiellement à 100% sur les prêts des banques, alors que les banques ne peuvent pas financer carrément les marchés internationaux. C'est impossible. Il faudrait que les États y mettent la main, que les États puissent intervenir en adoptant la typologie keynésienne, l'intervention étatique. Donc s'il n'y a pas une intervention étatique, qu'on puisse mettre des fonds souverains permettant au secteur privé national de pouvoir compétir à l'étranger, ça va être toujours pareil au même. C'est-à-dire les étrangers vont venir, ils vont investir dans nos pays et nous serons nos employés et les dividendes vont être rapatriés. Et donc ne pourront pas être réinjectés pour créer une dynamique de développement. Pas du tout, parce que si dans un pays, la majeure partie des dividendes sont rapatriés, rien ne reste dans ce pays-là. Donc s'il n'y a pas une production intérieure, le pays n'a pas une politique d'industrialisation, on ne peut pas faire face donc, à ces problèmes de chômage et à un problème d'allocation par rapport à ce qu'on appelle les biens qualitatifs dont vous parlez tout à l'heure. Donc l'eau potable, actuellement, imaginez ici au Sénégal, au 21e siècle, en 2021, il y a des quartiers de Dakar qui n'ont pas d'eau potable. À Kermassar, les gens... Dakar, la capitale. Oui, Dakar, la capitale. Oui, je sais par exemple qu'au Nigeria, 50% de la population n'a pas accès à l'électricité. 50%, ça veut dire 100 millions de personnes. C'est le même cas ici au Sénégal. Mais pour le Sénégal, ne sortons même pas, allez juste ici vers Kermassar, vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de l'eau potable. À Thiès, l'eau est tellement calcaireuse, donc il y a énormément de calcaire. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça crée des maladies. Oui, ça crée des maladies. Alors ce que vous dites est tellement évident qu'on ne comprend pas pourquoi les dirigeants politiques ne s'engagent pas dans la mise en place de fonds souverains, comme vous dites. Oui, parce que nos dirigeants politiques pensent que séparer les fonds en termes d'agence va fructifier un peu leur poids politique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, nous avons le fonds 6, nous avons le fonds GIP, nous avons l'ANPEJ, nous avons l'ADER, etc. Et tous ces fonds-là ont un objectif commun. C'est injecter de la liquidité pour financer. Alors qu'on pouvait les regrouper et mettre un seul fonds qu'on va appeler le fonds souverain, qui va aider un peu les entreprises nationales ou bien même le secteur privé national à pouvoir compétir sur le plan international. Donc c'est juste un problème politique, un problème de leadership politique. Quand on aborde la question des ressources naturelles, des matières premières africaines, il y a ce gros problème de la corruption. On passe des marchés avec des investisseurs étrangers, très souvent au détriment du pays. Oui, vous savez, la gestion des ressources naturelles, je pense que c'est la source même de notre pauvreté. Moi, j'ai toujours... On parle de malédiction des ressources naturelles. De malédiction de nos ressources naturelles. Beaucoup de gens pensent que si le pays a des fortes ressources naturelles, le pays peut se développer. Alors que ces genres de pays-là sont des pays qui sont trop... exposés donc à la corruption, ils sont trop vulnérables en quelque sorte. Donc étant trop vulnérables, et la plupart des cas, leur ossature économique n'est pas trop stable. On a vu un peu ce que le pétrole a fait dans différents pays, et puis on voit un peu le cas de la RDC, la République démocratique du Congo. On dit que c'est un scandale quand on aborde la question des richesses de ce pays. Oui, évidemment. Et je pense que les pays qui ont le pétrole, la plupart des cas, s'ils n'ont pas d'armées fortes, donc forcément il y aura des guerres. Parce qu'à chaque fois, vous pouvez faire même la liaison. Les pays qui ont le pétrole, la plupart des cas, il y a la guerre. Qui déclenche la guerre? Ce sont les multinationales. C'est eux qui déclenchent la guerre pour créer ce qu'on appelle le marché noir.
Dans tous ces pays, il y a le marché noir. On voit un peu avec la Libye. Oui, la Libye, donc si vous voulez, le Nigeria, etc. À chaque fois, ils ont déclenché une guerre là-bas. Donc c'est juste pour avoir la mainmise. Moi, je pense bien que ce que nos dirigeants pouvaient faire, c'est dire maintenant que nous n'avons pas les moyens d'exploiter nos ressources, mais on ne va pas les vendre quand même. Parce que si on vend les matières premières, eux, ils vont aller transformer ces matières premières et revenir nous vendre ça de façon beaucoup plus chère. Et nous allons être dépendants. Eux, ils vont voir que leurs richesses vont augmenter et nous, ayant des ressources naturelles qui sont là, on ne peut pas les transformer. Ce qu'il faut faire, le transfert de compétences, c'est possible, ce que fait la Chine. La Chine ne commande jamais deux fois. La Chine ne commande jamais deux fois. Donc, première commande, il vous dit maintenant, ok, je ne peux pas le faire, mais vous allez apprendre à mes ingénieurs comment on fait. Ce qu'on appelle le transfert de compétences. Maintenant, deuxième commande, ce sont les Chinois, même les entreprises chinoises qui doivent le faire. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette appellation du nationalisme. Moi, je suis plutôt du patriotisme économique. Parce que quand on fait du nationalisme, la plupart des cas, on ne met pas l'accent sur l'efficacité. Alors que quand on met l'accent sur le patriotisme économique, il y a l'aspect efficacité qui va s'inviter. Donc on se préfère nous-mêmes avant de se préférer des autres. Il y a des conventions, même ici même, on peut dire en Mauritanie, une entreprise étrangère ne peut pas donc diriger une entreprise nationale. Il faudrait que les pourcentages les plus élevés appartiennent à un national. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais ici au Sénégal, un étranger peut venir, investir au Sénégal et être PDG au Sénégal ici. Et être dans la convention des entreprises sénégalaises. Et ce que vous dites, est-ce que ça tient compte des entités régionales, par exemple la CEDEAO? Oui, évidemment. Donc, la CEDEAO, les gens en ont parlé. La CEDEAO aujourd'hui est devenue le club des présidents. Hein. Donc, je pense que la CEDEAO a un peu failli à sa mission, quoi qu'on puisse dire. A un peu failli à sa mission. Donc, la CEDEAO... Le temps ne s'est pas encore arrêté, donc il y a des choses à rattraper. Oui, il y a des choses à rattraper, mais on a senti qu'au niveau de la CEDEAO, ils sont plutôt genre club de copains, président copains qui se soutiennent mutuellement. Donc, mais sur le plan politique économique, la CEDEAO a carrément failli à beaucoup de choses. Énormément de choses. Pour revenir un peu sur les questions de la gestion des ressources naturelles. Oui. Moi, ce que je propose à nos dirigeants, c'est de ne pas utiliser ces ressources naturelles, de former nos jeunes pour qu'ils puissent faire l'exploitation, de les demander donc comment on exploite. C'est possible. Aujourd'hui, rien n'est impossible dans ce monde. Ou bien, au pire des cas, on fait l'appel d'offres et on choisit le meilleur offrant. Mais aujourd'hui, on constate que si vous prenez les pays francophones, il n'y a que la France. Il n'y a que la France. Si vous prenez les autres pays aussi, c'est la guerre là-bas. Mali, qui a déclenché la guerre là-bas? Ce sont les Occidentaux. Au Nigeria, ce sont les Occidentaux. Libye, vous avez vu ce qui s'est passé avec la mort de Kadhafi. Libye n'est plus ce qu'il était avant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc moi, je pense que la gestion de ces ressources naturelles peut être notre source de sous-développement, comme vous l'avez dit tantôt. Et je pense que j'ai même lu un article. On est passé rapidement sur la corruption. Oui, la corruption. La corruption, en fait, nous, c'est ça un peu le problème. Pour ne pas dire que notre problème majeur, c'est la corruption. C'est la corruption en fait. Le pays africain, donc la corruption, il joue un rôle déterminant, trop élevé. Trop élevé. C'est dû à quoi? Et pourtant, les gens ont de très bons salaires. Est-ce que ce n'est pas un problème de formation? Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation en quelque sorte? Parce que je pense que si on avait l'éducation qu'il fallait, on n'allait pas donc accepter d'être un homme corrompu pour plaire à un étranger. Maintenant, je comprends pourquoi vous parliez tout à l'heure de leadership, j'allais dire de patriotisme économique, c'est ça, hein? Oui. Évidemment, parce que vous vous rappelez donc de fameux livre de Mao Zedong. Donc, c'était impératif que chaque Chinois puisse l'avoir par devers lui. C'était l'éducation de base. Faire comprendre à ces Chinois-là que le produit chinois vaut mieux que les autres produits. Donc, si vous donnez votre 100 francs à un Chinois, il va l'injecter dans l'économie. Mais si vous donnez un 100 francs à un étranger, il va rapatrier. Retourner avec. Ouais. Donc, c'est cette formation de base qui nous manque. C'est ce que Gandhi avait fait en Inde.
leur faire comprendre que ce que nous consommons, ce que nous produisons, il faudrait le consommer. Ce qu'on appelle passer de la théorie du patriotisme économique à une réalité de patriotisme économique. Il faudrait que les gens soient formés à la base. Et comment le faire donc? Comment, j'allais dire, organiser, orchestrer cette formation? Bon, je pense que nous avons ce qu'on appelle des cellules. Et la plus importante de ces cellules, c'est la cellule familiale. La famille représente quelque chose d'important chez l'individu. D'abord, c'est la famille qui doit faire comprendre à ses enfants, le père de famille, autant pour moi, faire comprendre à ses enfants qu'il faut aimer son pays, il faut aimer la production locale et aller montrer à ses enfants que si je dois acheter entre un commerçant étranger et un commerçant local, je préfère aller chez le commerçant local. Mais je remonte un peu le cours de l'histoire et puis je me retrouve devant ce que Thomas Sankara disait. C'est exactement ce qu'il disait. On a vu le sort qui lui a été réservé. Est-ce que c'est pas ça qui fait un peu peur à nos dirigeants? Oui, nos dirigeants, donc... Thomas Sankara a dit, consommons ce que nous avons. Oui, et je pense que tous les leaders qui ont eu ce genre de discours ont été donc balayés. Hein. Donc, il y a le cas de Thomas Sankara. Au Sénégal, nous avons le cas d'Abdoulaye Wade. Lorsqu'il a voulu donc, que les réserves puissent être rapatriées, donc, il y a eu donc, l'intervention donc, de la France par le biais de la presse, etc. Il y a aussi en Côte d'Ivoire récemment avec Laurent Gbagbo, qu'il a voulu changer donc sa veste et la France a intervenu donc et il a été donc éjecté de la chaise présidentielle. Et je pense que c'est ça réellement le problème ici. Donc il y a une prise de conscience à faire. Oui, il y a une prise de conscience. Alors les problèmes économiques sont nombreux, ont des implications dans la politique, etc. Mais bon, on va continuer quand même de parcourir certains. Je voudrais qu'on parle maintenant de croissance. On en parle beaucoup depuis un bon moment. Croissance ici, croissance là. Il y en a même qui parlent de croissance à 2 chiffres. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Et quel lien croissance-développement? Bon, vous savez, la croissance n'est rien d'autre que l'augmentation durable et soutenue de la production intérieure à l'intérieur d'un territoire national. Et cette croissance est mesurée par le produit intérieur brut. Et ce produit intérieur brut même montre donc les limites de la croissance. Uniquement quand on parle de produit intérieur brut, le PIB, comme on dit, ne montre pas la réalité. Parce que quand on veut mesurer la croissance et on se base sur un indicateur économique qui ne montre pas la réalité, c'est tout un problème. Ici, nous sommes à Fann Résidence, un quartier résidentiel. Mais est-ce que réellement ça reflète le train de vie des habitants? À côté, vous pouvez rencontrer donc une braque, c'est-à-dire une maison qui n'a pas d'électricité ou bien une maison où les occupants ne mangent pas à leur faim et pourtant ils sont ici à Fann Résidence. Donc c'est ça un peu l'aspect du PIB. Le PIB ne reflète pas réellement la réalité économique d'un pays. Et c'est ce PIB qu'on a pris pour mesurer la croissance de nos États. Mais n'empêche que c'est une donnée importante. Oui, c'est une donnée importante, mais c'est juste quantitative. Ouais. Et les gens ont l'habitude de dire la croissance ne se mange pas. Oui, on a entendu ça. Oui, ouais. La croissance ne se mange pas. Le développement. Mais il faut quand même la croissance pour pouvoir manger. Oui, il faut d'abord la croissance, mais une bonne croissance. Tout à l'heure, vous avez dit une croissance à 2 chiffres. Mais les pays où il y a un régime dictatorial, la croissance peut aller jusqu'à 2 chiffres. Mais est-ce que la population va sentir ça? Parce qu'il y a une mauvaise répartition de cette croissance. Parce que quand on parle de croissance, c'est après une répartition de cette croissance-là. Que les gens puissent savoir qu'aujourd'hui, nous avons une croissance de 2 chiffres. Moi, je l'ai senti. Vous l'avez senti. Parce qu'il y a une répartition équitable. Et comment on le sent, justement? Oui, comment le sentir? En fait, il faudrait qu'il y ait une répartition équitable. Et comment faire la répartition équitable? On ne va pas prendre la croissance en tant que telle et venir chez vous, pour vous donner donc $2 ou bien $3. Non, ça ne passe pas ainsi. Ça va se faire en termes de répartition équitable sur les infrastructures sanitaires. Le plateau médical doit être de haut niveau. Et le Covid-19 a montré qu'en Afrique, on a un sérieux problème de plateau médical. Donc, sur les routes ne sont pas bien faites. Ça, c'est une évidence. Ici, l'autre chose, c'est au niveau de la scolarité. Il y a des gens qui ne sont pas encore scolarisés en Afrique. Il y a énormément ce problème. L'accès à l'eau.
c'est un sérieux problème. Et en contrepartie, on voit les dirigeants qui détiennent la croissance rouler sur des véhicules qui coûtent plus de 200 millions de francs CFA. Ça, c'est une mauvaise répartition de la richesse. Raison pour laquelle on dit que le taux de croissance ne montre pas ou bien ne reflète pas réellement la réalité. Ce qui nous permet de dire dans ce cas de figure que la croissance n'est pas égale au développement. On peut avoir une croissance et ne pas être développé, comme on peut être développé et ne pas avoir une croissance à 2 chiffres. Alors, à propos de croissance, justement, le coronavirus est venu créer une sorte de ralentissement de la croissance. Il y a même des fois une inversion. On est passé à une situation positive à une situation négative. Comment expliquer ça? Bon, cela est dû à un phénomène. Lorsqu'il y a eu le coronavirus, beaucoup de pays d'Africains se sont donné donc le mot ou bien ont pris des décisions de fermer leurs économies. Par exemple, au Sénégal, quand on a fermé l'économie, sachez que si on ferme l'économie sénégalaise, chaque jour on perd plus de 50 milliards. Chaque jour. Chaque jour, 50 milliards. Et comment rattraper ces 50 milliards? C'est impossible. Donc, quand on a fermé les économies, on a baissé la production. Et la production a diminué. Parce que dans ce cas de figure, il n'y avait pas une production intérieure. Les gens qui devaient produire sont restés chez vous. On parle de minimum, un service minimal. Donc, de ce fait, ça se sent au niveau de la production intérieure. Et c'est cette production intérieure qui nous permet de calculer le taux de croissance. Donc, il y a une baisse drastique de la croissance, allant même jusqu'à toucher la récession. Et lors oui, il y a des pays qui sont entrés en récession. Oui, qui sont entrés en récession. Notamment le Nigeria. Oui, même le Sénégal. Bien vrai que le président a dit que nous ne sommes pas en récession, mais la récession, c'est juste la baisse tendancielle ou bien une forte baisse ou bien une chute de la croissance suivant 2 trimestres consécutifs. Donc, si nous quittons 6,5 pour en arriver à une contraction de 0,7, donc réellement, nous sommes en phase de récession. Mais la récession, ce n'est pas une chose assez négative, entre guillemets, en période de pandémie. Parce que nous tous, nous savons que l'économie mondiale a été mise à genoux. C'était évident. Mais ce qu'il ne fallait pas faire, c'était de fermer les économies africaines. Parce que nous avons des économies de marché, des économies qui sont régulées par les achats et les ventes. Et devant un tel type d'économie, si vous fermez l'économie, la production intérieure a tendance à chuter carrément. Avec la grosse part de l'informel. Oui, de l'informel. L'informel qui représente à peu près plus de 95% de notre économie. Donc, si ces gens-là vous leur demandez donc de descendre à 16h et de rentrer chez eux, et que ou de ne même pas sortir de la maison. Et de ne pas sortir de la maison. Comment il y aurait une circulation monétaire? Comment va se faire donc les échanges alors que nous sommes régis par une économie de marché? Ben, il y avait aussi le fait que c'était quelque chose de nouveau. Personne ne maîtrisait le coronavirus. Oui, quelque chose de nouveau. Personne ne le maîtrisait, c'est une évidence. Mais moi, je dis que quand il faut jongler entre laisser les gens mourir et laisser l'économie mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer entre les deux, peut-être. Parce que je pense que c'est une politique d'arbitrage. Parce que si on laisse circuler les gens, là, les gens pouvaient mourir, mais les scientifiques ont montré qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité communautaire, donc commune. Si les gens circulaient, donc, ils vont développer en eux des anticorps, ce qui leur permettra de se protéger contre ce régime du coronavirus-là. Donc je pense qu'il fallait arbitrer sur ça, ou bien même demander, pour ne pas fermer... Il y a des pays comme le Bénin qui n'ont pas pris de mesures de confinement. En fait, il ne fallait pas fermer l'économie. Il ne fallait pas fermer l'économie pour moi. On va changer de cap complètement. On va parler maintenant du franc CFA. Le franc CFA fait l'objet également de vifs débats. Partout on se retrouve en Afrique et même en Europe. Et il y a quelques mois, on a vu cette réforme du franc CFA orchestrée par le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Parler donc du franc CFA, donc au franc des colonies d'Afrique, donc je pense que c'est un débat d'actualité en fait. Mais d'abord, permettez-moi de revenir un peu sur la genèse de ce franc CFA. Pourquoi la France a créé le franc CFA? Vous vous rappelez, en 1945, il y a ce qu'on appelle l'occupation nazie. La France a été dominée par les Allemands.
La France a été donc carrément lapinée par les Allemands. Et à l'époque, ils avaient même rapatrié le peu d'or qui les restait, donc aussi au Sénégal. Donc, pour pouvoir maintenant se relever, pour pouvoir maintenant revivre, la France a créé le franc CFA. Donc, le franc CFA n'a pas été créé pour développer les pays africains. Donc, c'est tout à fait le contraire. La France a créé le franc CFA pour se développer. La France a créé le franc CFA juste pour avoir un nouveau souffle de vie. Et là, on était dans le contexte de la colonisation. Oui, le contexte de la colonisation. Maintenant, après cela, depuis 1945 jusqu'à nos jours, nous occupons toujours la même monnaie. Et récemment, avec le président Ouattara et Macron, ils ont déclaré qu'ils vont changer le franc CFA en éco, que moi je qualifie de coup d'état monétaire. Parce qu'ils ont carrément pillé, ils ont carrément volé le projet donc, de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO avait élaboré depuis des années le projet de la monnaie. C'est un projet qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il existe déjà. Oui. Et là, c'était ECOWAS, un diminutif de ECOWAS qu'on appelle ECO. Parce que ECOWAS, c'est la CEDEAO en anglais, en fait. Hein, oui. N'est-ce pas? Donc, c'est ce projet de la CEDEAO. Et au niveau de l'ECO-CEDEAO, le taux de change n'était pas fixe, mais c'était flexible. C'était flexible. Alors que pour je vais l'appeler même ECO-CFA, le taux de change reste toujours fixe, arrimé à l'euro. Et c'est l'un des gros problèmes. Oui, c'est l'un des gros problèmes. Parce que moi, je pense, la politique monétaire est régie par le taux de change. Et si vous ne maîtrisez pas votre taux de change, c'est parce que vous ne maîtrisez pas les chocs à l'externe. La parité fixe, est-ce que ce n'est pas pour permettre à la France de continuer d'avoir la même mise sur notre monnaie, sur nos économies? Évidemment, évidemment. Raison pour laquelle, lorsqu'on a parlé de réformes, que nous qualifions de réformes administratives et non de réformes monétaires, ils ont tout changé, mais ils n'ont pas changé la fiscalité, n'est-ce pas, de la monnaie. La parité fixe, pour moi, c'est un peu la honte, en fait. Parce qu'aucun État sérieux ne doit confier donc la gestion de sa monnaie à une autre puissance. C'est impossible. Parce que si on prend le taux de change, qui nous permettra de pouvoir répondre de façon efficace à un choc externe, de façon à évaluer notre monnaie ou bien à désévaluer notre monnaie, et qu'on confie ce taux de change à une autre personne pour dire que nous avons la fiscalité, c'est de la honte, à mon avis. Et je pense que c'est ce problème crucial. Et la libre transférabilité des fonds aussi. On n'a pas changé cela. La garantie, est-ce que vous savez qu'ils ont déjà signé les clauses de la garantie et ces clauses n'ont pas été publiées? C'est la France qui décide pour des millions, des centaines de millions d'Africains. C'est uniquement un seul État qui décide du sort de ces milliers et des milliers d'Africains, sans pourtant les consulter. Et ils ont même mis donc ce projet donc à leur parlement, sans pourtant que nous, nos parlementaires, puissent avoir un mot à y dire. Alors que c'est notre avenir, c'est notre monnaie, ça nous appartient. Et c'est là où moi aussi je ne suis pas trop d'accord avec certains activistes qui disent que nous allons vers une monnaie unique. Moi, je suis contre la monnaie unique. Je voudrais qu'on termine de parler de la réforme du franc CFA qui a été engagée par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Des pays comme le Ghana, comme le Nigeria se sont ligués contre cette décision. Oui, évidemment. Et ça, je pense que quand vous êtes économiste, cela ne va pas vous surprendre. Moi, j'avais fait une sortie lorsque Ouattara et l'autre Macron ont parlé. J'ai dit que les anglophones ne seront jamais d'accord sur ce principe-là. Vous savez, les anglophones, ce sont des élèves indisciplinés en termes d'inflation. Trop indisciplinés en termes d'inflation. Alors que les francophones sont des élèves excessivement disciplinés en termes d'inflation. Donc, un problème d'ailleurs. Comment on peut avoir une union monétaire où il y a deux élèves? L'un est trop indiscipliné et l'autre est trop discipliné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est l'élève indiscipliné qui doit rejoindre l'élève discipliné ou bien c'est l'élève discipliné qui doit rejoindre l'élève indiscipliné? D'où les facteurs de convergence? Oui, d'où les facteurs de convergence qu'ils ont mis. Mais là, c'est un réel problème. Le Nigeria, est-ce qu'il va être d'accord de mise en niveau donc ce pouvoir qu'il a de réévaluer ou bien de désévaluer sa monnaie? Les Africains, les francophones, est-ce qu'ils vont miser sur la stabilité de leur prix?
Ça, c'est un problème. Et le Nigeria veut dominer cette union monétaire. Le Nigeria dit aux autres, venez me suivre, parce que moi, au moins, j'ai une politique monétaire que je maîtrise plus. Alors que les francophones vont lui dire, ok, attends, mais sous les indicateurs économiques, nous sommes premiers en Afrique. Donc comment voulez-vous que nous vous suivons alors que nous sommes premiers partout sur les indicateurs? Alors justement, ce n'est pas ce petit confort-là que les pays de l'UEMOA n'ont pas envie de quitter. On voit un peu cette paresse, j'allais dire, économique, et les pays francophones s'installent là-dedans et ils ont peur de sortir de là. Bon, moi je ne vais pas appeler ça confort dans la mesure où la monnaie pratiquement peut être un facteur de développement. Bien sûr. N'est-ce pas? Et c'est ça qui pose le problème même de la dette, parce que nous nous endettons donc sur des devises étrangères. On ne s'endette pas à notre monnaie locale. Et c'est un problème majeur parce que le service de la dette va être énorme. Énorme. Donc je pense bien que ce n'est pas un confort en soi. C'est juste un problème politique, un problème de leadership que nos dirigeants ne veulent pas assumer. Parce que tout simplement, il y a la France derrière qui le dit maintenant, une fois que vous abordez dans un angle qui ne nous intéresse pas, nous Français, on va vous éjecter de votre chaise. Alors, est-ce que vous êtes finalement, on peut dire que le président Emmanuel Macron, le président français, se contredit parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a fait de grands discours, on va se retrouver, la France et l'Afrique, dans des partenariats gagnant-gagnant. Ça a été ces termes. Bon, partenariat gagnant-gagnant n'a jamais existé donc, entre le Français et les Africains. Non, ça n'a jamais existé. À chaque fois, c'est la France qui gagne. À chaque fois, c'est la France qui gagne. Et l'histoire a montré que la France a toujours gagné dans toutes les collaborations qu'il y a eu entre la France et les pays africains. Donc, Macron est dans son rôle. Moi, je n'ai rien contre Macron parce que il défend les intérêts français. Oui, il défend les intérêts français. Et ça, c'est normal. Un président doit défendre les intérêts de sa nation. Et je pense que Macron est pleinement dans son rôle. Et moi, je n'ai rien contre. C'est à nous maintenant, Africains, de dire non, ça suffit largement. Nous avons nos intérêts à défendre aussi. Nous pouvons les défendre parce qu'il y a la ressource humaine qui est là, qualifiée pour défendre cela. Mais pire encore, comment on peut confier à un État, à un autre État, le fait de battre sa monnaie? Uniquement l'industrie de la monnaie. L'industrie de la fabrication de la monnaie pouvait générer énormément d'emplois dans nos pays-là. Énormément d'emplois. On peut rétorquer que les pays francophones ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Oui, non, les pays francophones ne sont pas les premiers. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui ont même donné à d'autres États qui va battre la monnaie pour eux. Mais ils ont émis ce qu'on appelle un appel d'offres et le plus offrant va prendre. Mais imagine aujourd'hui ce que la France a fait au niveau de la Guinée. Vous vous rappelez de la Guinée avec cet bombardement monétaire que la France a eu à faire lorsque Sékou Touré a voulu donc prendre le contre-pied donc de la domination française. La France a injecté de la liquidité dans l'économie guinéenne, a déstabilisé l'économie guinéenne. Donc nous sommes carrément donc à découvert parce que notre monnaie, on ne la maîtrise pas. Et si on ne maîtrise pas notre monnaie, on ne peut pas faire face à des chocs externes. Et donc on est condamné, si on reste dans cette position, nous sommes condamnés à ne pas nous développer. Oui, évidemment, nous sommes condamnés. Mais je pense que le franc CFA, une monnaie que nous gérons depuis 1945, ça nous appartient, c'est notre monnaie à nous. Donc c'est à la France de sortir carrément de la gestion de cette monnaie et de nous redonner carrément tout ce que nous avions eu à signer avec lui donc en termes d'accord monétaire. Et j'en profite aussi pour éclairer les gens qui disent que les réserves ont été supprimées, les comptes d'opération ont été supprimés. Est-ce que vous savez il y a une autre formule qui existe. Oui. Il y a une autre formule, mais néanmoins la France a fait ce qu'on appelle de l'épargne. Parce que la France nous paye, nous, ces réserves-là. Les intérêts? Oui, les intérêts. Donc la France a épargné en quelque sorte. En éliminant les comptes d'opération, la France a épargné. Et pourtant, les comptes d'opération restent toujours en France. La réforme du franc CFA est en cours, telle que décidée en décembre 2019 par les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Dramane Ouattara. L'acte de fermeture des comptes de réserve à la Banque de France avait été annoncé.
C'est dans ce cadre que la Banque de France va restituer les réserves de change domiciliées dans ses livres pour couvrir les importations des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit d'une somme estimée à 5 milliards d'euros, soit plus de 3 250 milliards de francs CFA, à transférer vers les comptes de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les accords avalisaient la fin de la centralisation de la moitié des réserves de change de la BCEAO dans les livres de la Banque de France. La Banque centrale ouest-africaine est désormais censée les investir à son gré au sein des institutions et instruments financiers de sa préférence. À ce propos, lors de sa visite à Abidjan les 29 et 30 avril dernier, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, s'est engagé auprès du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara sur l'exécution dans toute leur globalité des accords de réforme du franc CFA approuvés en décembre 2019. En Afrique de l'Ouest, les pays n'appartenant pas à la zone CFA demeurent dans l'expectative, mais toujours engagés dans le processus de création de l'ECO, la future monnaie unique d'Afrique de l'Ouest, en dépit du changement de calendrier initial. Alors, on reste dans la question de la monnaie pour passer du CFA à l'ECO. Vous semblez ne pas être d'accord que les pays de la CEDEAO aient une seule monnaie. Oui, je ne suis pas d'accord pour une union monétaire, la monnaie unique. Moi, je ne crois pas à la monnaie unique. Parce que la monnaie unique n'a pas développé un pays, n'a jamais développé un pays. L'exemple patent, c'est l'euro. L'euro a été la plus grande échec monétaire. Et vous avez vu le Brexit même, n'est-ce pas, tantôt espéré par le Royaume-Uni qui sort, la Grande-Bretagne qui sort. Oui, il y a eu le problème de la Grèce. Quand la Grèce donc a été carrément à genoux, toute l'Europe était à genoux. L'Allemagne même est allée jusqu'à dire à la Grèce, on ne peut plus injecter de la liquidité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je pense que cette intégration monétaire ne peut pas précéder l'intégration politique. Pour moi, en Afrique, il faudrait avoir une intégration politique. D'abord. Avoir un seul gouvernement qu'on va appeler un gouvernement fédéral. Avoir une seule banque fédérale. Avoir un seul ministre de l'économie et des finances. Et ce qui nous permettra de pouvoir avoir une monnaie unique. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Et les États-Unis ont réussi. Avec l'événement de la pandémie, les États-Unis, la Fed a injecté de la liquidité dans notre économie. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? On ne peut pas le faire. Parce que la conception de la BCEAO est une conception néoclassique qui pense que la monnaie, elle est neutre. Et ça, c'est un réel problème. Si nous avons une banque centrale qui ne peut rien faire à part lutter contre l'inflation, la BCEAO a juste cette mission qui n'est rien d'autre que lutter contre l'inflation, matin, midi, soir. Donc la BCEAO ne joue pas pleinement son rôle. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse aller vers une intégration politique d'abord. Oui. Et si l'intégration politique est réussie, on peut aller vers une intégration monétaire. D'aucuns diraient que c'est utopique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour moi, c'est utopique aussi. Ah oui? J'y pense fortement. Vous ne pensez pas que dans quelques années, des leaders africains, ouest-africains peuvent sortir et avoir ces notions-là en eux? Oui, d'ici quelques années, mais je pense d'ici quelques années même, ça ne pourrait pas se faire en fait. Parce que nous, en Afrique, ce qui nous manque réellement, c'est cette leadership en fait. Nous avons un sérieux problème de leadership. Contrairement aux Occidentaux qui pensent que le bien donc pour le pays sénégal, c'est le même bien pour le pays ivoirien. Est-ce que vous voyez un peu? Alors que nous sommes un peu dans ces aspects de tiraillement. Aujourd'hui, les anglophones pensent qu'ils sont les meilleurs que les francophones. C'est déjà un réel problème. Comment faire une intégration économique avec le poids du Nigeria et que la France aussi ne va pas se laisser faire? Si le Nigeria entre dans notre... J'ai envie de dire, qu'est-ce que la France a à y voir? Oui, parce qu'en fait, si on a une communauté où le Nigeria va mener la danse, le poids économique et démographique du Nigeria est extrêmement grand, important. N'est-ce pas? Et maintenant, si cette intégration économique est faite, la France risque de retrouver 18e sur le plan mondial. Donc la France est là dans la position de... Mais la France n'est pas notre souci. Oui, mais la France tire principalement ses ressources ici en Afrique. Et les différents
présidents qui sont là, dans les différentes stations donc, de la République, sont mis là par la France, entre guillemets, bien vrai que ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais nous savons sur le plan politique et sur le plan stratégique que la France a sa main ou bien a son mot à dire quand il s'agit de l'élection présidentielle dans nos États. Alors, comment aller à l'intégration politique dont vous parlez pour que plus tard on puisse atteindre l'intégration économique? Changement de mentalité, tout simplement. Encore? Oui, changement de mentalité, une préférence nationale. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas eu cet aspect de la préférence nationale, on ne va jamais vers une intégration politique. Ok. Nous sommes obligés maintenant de parler de l'emploi des jeunes, de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, le gros problème c'est éducation, emploi. Ce sont des données qui ressemblent aujourd'hui à un casse-tête. Évidemment, c'est casse-tête pour tous les régimes qui sont passés par là, en passant par Diouf, Abdoulaye Wade, le président Macky Sall. Ils ont tous échoué sur les problèmes de l'emploi des jeunes. La politique de l'emploi des jeunes, ils ont échoué. Pour moi, donc une jeunesse, une population qui fait à peu près 75% de jeunes, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas donc lui donner des réponses assez classiques. Il fallait vers des réponses beaucoup plus structurelles que des réponses assez classiques. C'est-à-dire? Oui, le problème de l'emploi des jeunes. Pour moi, ils ont échoué dans la mesure où ils ont pensé que le problème peut être réglé par l'injection de la liquidité dans la formation ou bien dans le financement. Le financement n'a jamais réglé le problème de l'emploi. Une économie a une réalité de fonctionnement. Je m'explique. D'abord, il faut assainir le milieu des affaires. Permettre à nos entreprises qui sont là de pouvoir augmenter leur productivité, être compétitifs sur le plan international. L'État a pour mission d'assainir donc le climat des affaires. Une fois nous avons un climat des affaires assez stable et que les gens pourront investir, là vous allez sentir que la production va augmenter. Et si la production augmente, c'est parce que la demande a augmenté. Et si la demande augmente, les entreprises auront besoin de main-d'œuvre. Sur ce plan-là, des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ont fait quand même quelques pas en avant. Oui, au niveau du climat des affaires. Oui, quelque part en avant, donc avec des données qu'eux-mêmes ils ont créées, entre guillemets, parce qu'on parle de doing business, parce que je pense que vous faites allusion à doing business à travers le positionnement qu'ils utilisent. Mais la réalité en est toute autre. Parce que nous, vous et moi, nous sommes dans le monde des affaires. Vous savez nettement que le climat n'est pas du tout propice ici dans nos États. Donc, je pense qu'il faudrait quand même que l'État puisse mettre en place un climat des affaires assez approprié, permettant à nos secteurs privés nationaux, parce que n'oublions pas que l'État n'a pas pour vocation la création d'emplois. L'État a pour vocation tout simplement permettre le climat des affaires favorable et permettre au secteur privé, le principal pourvoyeur d'emplois quand même, de pouvoir recruter le maximum de gens. L'autre problème sur l'emploi des jeunes, nous sommes une population peu qualifiante. Donc notre jeunesse n'est pas trop qualifiée. Donc il faut agir sur les BTP, les grands travaux. C'est ça qui peut générer des emplois. Ok. Merci beaucoup, M. Babacar Gaye. Ça a été en tout cas un plaisir et un honneur pour nous de discuter avec vous, de passer en revue quelques-uns des problèmes économiques de l'Afrique. J'espère que nous nous retrouverons sur d'autres questions. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi à vous d'être restés en notre compagnie. Le développement de l'Afrique, le développement économique de l'Afrique, eh bien, c'est aujourd'hui un enjeu très important et on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés en compagnie de M. Babacar Gaye. Merci encore et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.